à toutes et à tous, bienvenue dans le Festival des bons films, le FDBF, le rendez-vous des vrais cinéphiles et des vrais amateurs de cinéma, ou en tout cas de bon cinéma. De vrai cinéma. Exactement. Alors, nous allons discuter un petit peu des films qui sont passés à la fois un petit peu au Festival de Cannes, pendant le mois de mai et au début du mois de juin. Et donc, avec nous avons tout d'abord Jean-Victor. Bonjour. Bonjour Jean-Victor, donc tu officies sur le site CloneWeb Oui. en tant que à la fois présentateur de l'émission CloneWeb, du podcast et aussi De temps en tu temps, fais... j'écris avec mes petites minouches. Exactement. À côté de toi, nous avons Alexandre. Salut. Salut Alexandre. Donc toi aussi, tu es sur CloneWeb. Ouais. On est en famille puisque moi aussi j'écris un petit peu de temps en temps dessus. Donc On est toi, corporate. voilà, très corporate. Donc toi, c'est plutôt les critiques, Critique écriture. et les news quand le patron est pas là. Ah voilà. Le patron, c'est Marc. ton frère. Voilà. Mais c'est pas le Marc qu'on a là. Non. Voilà, on C'est fait un ça en autre. famille. On fait ça en famille. Voilà. Tout va bien. Alors, en face de toi, nous avons aussi un autre Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre. Voilà, c'est déjà La le fête premier d'Alex. bonjour. Qui n'est pas Marc, qui n'est pas son frère. Ah, on n'est pas frères. Non, et j'écris pas CloneWeb. Ça s'appelle juste Leblanc, quoi. Voilà. Alexandre Matisse, aucun fils unique. Alors, tu écris sur Playlist Society. Playlist Society et pas uniquement sur leur site, tu écris aussi sur papier, donc, Oui. dont on a l'exemplaire. Donc, si vous ne l'avez pas lu, allez courir vous l'acheter. Michael Bay l'Amérique. Exactement. Non, ce n'est pas Michael Bay l'Amérique, ce sera le prochain d'ailleurs. C'est Terrence Malick et l'Amérique, donc c'est déjà sorti depuis Janvier. plusieurs mois. Ouais. Voilà, depuis janvier. C'est devenu un best-seller. Exactement. Pas loin. C'est le premier livre édité justement par les éditions Playlist Society. Ouais. Et là, le nouveau numéro, c'est le nouveau cinéma argentin. Le cinéma argentin de Thomas Messias, qui est sorti il y a à peu près un mois. Voilà. Et je ne dis pas encore sur quoi sera le troisième, mais il sort en septembre et Ça va être bien. ça va C'est être, Michael Bay, on ça vient de va le être dire. assez dingue. C'est dingue, putain, ça promet déjà, quoi. Bon, alors, donc on va faire un petit rapide tour de l'horizon après que j'ai présenté mon co-animateur Marc Moquin. Bonjour. Alors Marc, qu'on retrouve à la fois sur Filmosphère et sur les carnets de découverte du lieutenant Schaeffer, qui est Du premier coup. voilà, qui est ton blog perso où tu balances tout ce que tu as vu à la fois en DVD, en streaming et en Betamax. C'est un peu comme le blog de Bertrand Tavernier, mais c'est le mien, mais c'est tout aussi bien. Ah, j'ai cru que tu allais dire du Randall, mais en mieux. Voilà le point. On a tenu 2 minutes. Voilà. Fallait que ça sorte et puis comme ça au moins c'est fait. Et donc moi j'officie à la fois sur CloneWeb, à la fois sur Filmosphère. Donc là vraiment je suis pile entre vous deux. J'essaierai de départager pour éviter que tout le monde se batte sur les films. Donc pour cette première émission, donc en compétition, nous avons sélectionné 4 gros films et sûrement grands films qui sont sortis ce dernier mois. Tout d'abord Mad Max Fury Road d'un certain George Miller qui est pas mal, qui sont pas. Voilà. 3 souvenirs de ma jeunesse du très bon Arnaud Desplechin. Ensuite, le Tomorrowland de Brad Bird, où on a des avis un petit peu partagés dessus, même si on est tous d'accord que c'est quand même pas mal. Et aussi, Loin de la foule déchaînée de Thomas Vinterberg, où c'est sa première réalisation en anglais, je crois. C'est sa première réalisation en langue anglaise. Ensuite, en FDBF Classics, on verra L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, et puis une petite rétro sur Jean-Pierre Melville. Mais tout d'abord, en ouverture, on retrouve La Croisette, le temps d'un instant. On revient sur le 68e Festival de Cannes. Alors que revoilà la sous-préfète. Exactement. Donc, le Festival de Cannes 2015 qui s'est déroulé sur ces 10 jours ensoleillés pour le coup. C'est assez rare pour être souligné maintenant, parce que le plus souvent Cannes c'est noté pour à la fois les mauvais films et à la fois le mauvais temps. Sauf que cette fois, on a eu des bons films, pas tous, mais quand même, on revient là-dessus. On a eu notamment Palme d'Or, le Dipan de Jacques Audiard, qui est actuellement encore en cours de remontage. Et en prix d'interprétation masculin, avec La Loi du Marché, on a eu Vincent Lindon, qui reçoit d'ailleurs son premier prix d'interprétation et premier prix tout court pour Premier prix majeur, ouais. en tant que comédien. Et en Rooney Mara et Emmanuel Berco à égalité, la première pour Carole et la deuxième pour le Maïwen qui est Mroy. Pour le prix d'interprétation féminin. Alors, les films français sont bien mis en avant par les frères Cohen qui étaient présidents du jury.
Quel avis vous avez à peu près déjà sur cette première édition déjà, Marc, qui était avec moi. Moi, je me pose des questions sur la sélection en elle-même. Parce que en fait, il y a certains films, je ne sais pas comment ils ont fait leur chemin jusqu'à la sélection. Puisque... non plus d'ailleurs, ils savent pas. Non, mais non plus, parce que genre, tu vois, le Gus Van Sant par exemple, j'ai rarement vu un film à Cannes qui a fait lui à tel point à ce point-là l'unanimité dans Pour le le Gus Van sens. Sant, c'est simple. Ils voulaient Jeff Nichols, ils ont dit non. Et donc il a pris le Gus Van Sant en film américain pour compenser. Ouais, mais je suis sûr que t'en as d'autres. Bien sûr, mais voilà. C'est comme ça que ça ça où le Donzelli, tu vois, c'est juste pas possible de mettre le Valérie Donzelli en compétition officielle. Enfin, Marguerite et Julien, c'est juste impossible. Et le problème, c'est que je ne comprends pas l'intérêt de la présence de ces films. Tu vois, même d'autres que j'ai pas aimés, genre en 2013 par exemple, il y avait Only God Forgives, qui est pour moi le pire film de la sélection, je crois, parmi ceux que j'ai vus en tout cas. J'ai pas du tout aimé le film, mais je comprends quand même la démarche de sa sélection, je comprends sa présence, il y a des choses à dire dessus. Là, il y a un certain nombre de films. Bah après, le Gus Van Sant, je comprends pas trop d'ailleurs, justement, par rapport à la qualité du film. Mais après, le Valérie Donzelli, il a peut-être voulu lui donner sa chance, mais peut-être un peu trop vite. Il aurait dû peut-être la passer d'abord par la quinzaine des réalisateurs ou un certain regard. Donc après, une histoire de goût, ça c'est pas un problème. On aime ou on n'aime pas. Mais il y a des films. Non, mais il y a des films fragiles. Il y a des films dans ce qu'ils tentent. Ils peuvent pas supporter le poids d'une compétition et même pour leur vente, ça va presque les desservir. Alors que par exemple, les films de Mendoza, de Kawase ou de Vera Zeta-Cool ont été très bien accueillis, semblaient assez solides pour supporter la compétition. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à mettre le Pixar en compétition, mais lui avait peut-être aussi une chance de passer en compétition. Voilà, c'est comme l'an dernier Kaguya, le conte de la princesse Kaguya qui avait largement les épaules pour tenir la compétition. Même un Whiplash. Ouais, c'est vrai. Whiplash, il était en quinzaine. Il était à la quinzaine. Après, c'est toujours le truc avec Cannes, quoi. C'est qu'ils veulent toujours s'imposer comme la vitrine du cinéma mondial et avoir les plus grands auteurs, mais c'est pas parce que c'est les plus grands auteurs que c'est forcément que des bons films. Non, et puis ils se mordent un peu la queue avec ce principe-là, quoi. Et puis si on compare par exemple à Venise, vous regardez les deux des gros films américains de Venise l'an dernier, c'est les deux films avec Al Pacino, The Humbling et Manglehorn. C'est beaucoup plus faible que une sélection américaine moyenne à Cannes. Enfin après, j'ai pas vu le Gus Van Sant, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent quand même à avoir des films de premier ordre par rapport à Venise et dans une moindre mesure à Berlin. Après, justement, quand tu disais que ça desservait, le Gus Van Sant qui est acheté par SND en France, il a été repoussé en sortie à 2016. Il a été repoussé d'1 an, alors que bon, le film il est prêt à sortir, mais bon, il a été repoussé jusqu'à le bad buzz. Il veut vraiment éviter le bad buzz parce que pour le coup, il n'y a que des mauvaises critiques. Après, ils peuvent pas remonter le film il est déjà tout prêt, il est fini, donc ça va être difficile. Et donc, je voulais avoir votre avis, à vous, qui n'y étaient pas cette année. Qui n'ont pas vu les films. Voilà, qui n'ont pas vu les films non plus. Mais savoir à peu près l'écho que vous avez eu de Cannes, en tout cas, qu'est-ce que vous en avez et tiré les attentes que vous avez vis-à-vis des... Voilà, parce que nous on était là-bas, on était dans le flux, on voyait plus la lumière du jour, à part quand on faisait la queue. Après, moi, c'est pas... effectivement, Cannes, c'est toujours drôle pour l'avoir fait, de le voir après de l'extérieur, parce que quand t'es pas du tout dans le truc, tu suis pas du tout les films, etc. Et donc... en plus, je regardais pas le Grand Journal ou les émissions au-dessus, donc j'étais un peu complètement extérieur au truc. Après, de ce que j'ai aperçu, le Audiard, je suis toujours curieux de voir ce qu'il fait, et c'est surtout le Macbeth, qui apparemment était accueilli assez chaud et froid. Je sais que toi c'est plutôt froid. Moi j'étais froid. Je suis curieux de voir ça, mais en fait les films en amont qui m'intéressaient plus, c'est plus des trucs de sélection de parallèle, notamment le nouveau film de Jérémy Saulnier qui s'appelle Green Room, qui plus des trucs comme ça qui m'intéressaient que revoir toujours les grands noms en sélection officielle. Souvent c'était pas des films qui m'excitent tellement, quoi. Et toi, Alexandre ? Moi j'ai suivi ça un petit peu de loin cette année. J'ai vu La Loi du Marché, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé Vincent Lindon méritait vraiment son prix, il était temps en même temps devant qu'il ait un prix. Après, moi mes grosses attentes c'est vraiment Dipan, parce que toi je sais que t'as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et le Koreeda, parce que c'est Koreeda, quoi. Après le reste, le Maïwan m'intéresse pas du tout, parce que j'ai trouvé Police assez relou, donc celui-là m'intéresse pas plus. J'ai vu La Tête haute, j'ai déjà complètement oublié. Et sinon, je peux même pas te dire si Carole m'intéresse, mais c'est tout. Et le Denis Villeneuve, le Sicario, qui est un bon film. Ouais. qui baboule. Le Sicario de Denis Villeneuve, donc après Prisoners et Incendie et puis Ennemi. Voilà, pour le coup, il y va dans
dans le film de guerre carrément, parce que c'est même pas un polar policier sur le trafic de drogue et puis les policiers américains qui essaient de les attraper. Là, c'est vraiment un film de guerre. On amène la guerre au Mexique et c'est... Sans alternative à Trafic. C'est le trafic avec des balls. Et pour citer 2 grands noms, moi, que j'ai pas vu à Cannes, mais le Nanni Moretti qui a cartonné en Italie, et le Houssoussienne qu'on attendait depuis des années, alors qui est The Assassin, qui a eu le prix de la mise en scène. Et il va falloir attendre janvier 2016. Il va falloir attendre janvier, et ça me fait mal. Et le Moretti, ça sort aussi en décembre, ce qui fait loin. Quand on les a ratés, qu'on attend beaucoup les films comme moi, ça fait très loin. C'est vrai que le Moretti il était pas mal, mais bon, après, dans les Italiens, le Paolo Sorrentino, pour le coup, ça faisait 6 fois qu'il revenait à Cannes exprès avec un de ses films, et finalement, il n'a pas eu de prix, quoi. C'est un peu dommage. Donc là, on va parler pour le coup d'un film qui a eu une très très bonne pub, qui a été présenté à Cannes hors compétition. C'est Mad Max Fury Road. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Grand film auquel on s'attendait tous, qui est donc cet extraordinaire film par le réalisateur de Babe 2 et des Happy Feet. Pour le coup, Monsieur George Miller. Voilà, Monsieur George Miller. Après, c'est 2 heures complètement timbrées. Et donc, est-ce que ce réalisateur qui a 70 ans, 71 maintenant, a-t-il réalisé l'un des meilleurs films d'action de tous les temps ? C'est ça qui est blasant, c'est de se dire que le type qui vient juste de mettre tout Hollywood à l'amende, en fait, a 70 balais et a passé 15 ans à faire des films a priori pour gosses. Moi, j'adore George Miller, j'adore notamment les Happy Feet, et je trouve que c'est des films qui vont bien plus loin que ce qu'ils ont l'air, et c'est encore le cas avec Mad Max. Ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que c'est pas juste une course-poursuite avec des mecs dans le désert, t'as l'impression de voir une espèce de mythologie en mouvement, comme s'ils te faisaient un remake de l'Odyssée ou de choses comme ça, de récits éminemment puissants et qui racontent énormément de choses malgré une esthétique qui a l'air assez simple. Et en fait, c'est ça qui est fort, c'est la simplicité apparente du pitch, la simplicité apparente du film, et en fait tout ce qui draine dans son passage, quoi. C'est vrai qu'en 5 minutes, on a un univers qui est posé. Ouais, puis l'exposition, elle est folle, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Après, il y en a beaucoup qui disaient que le scénario était trop simpliste et tout ça, mais pourtant, plus c'est simple, plus c'est facile d'aller plus loin. Non, surtout que le scénario, il est pas simpliste. L'histoire, elle est simple si on veut, mais pas le scénario. Comme on me le répétait à une époque, le scénario, c'est aussi l'écriture de la mise en scène. Et à un moment, quand tu as un enchaînement comme ça d'action et tout, c'est pas juste que le gars, il sait très bien mettre en scène, c'est que derrière, il y a du scénario pour définir aussi bien les péripéties et les personnages qui vont avec d'ailleurs. Et puis les enjeux qui évoluent à chaque fois. Et les enjeux. Parce que c'est quasiment jamais au fur et à mesure des courses-poursuites, c'est jamais les mêmes personnes qui sont en danger, etc. Et leur poste change au fur et à mesure du film, et ça évolue vachement. Si t'as une grande poursuite comme ça de 2 heures, tu pourrais très bien la mettre en scène, c'est très facile de lasser les gens et de se résumer à un exercice de style un peu relou, quoi. Ouais, toi, tu en as pensé quoi, Alexandre ? Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur film de l'année pour l'instant. Meilleur film, je sais pas, mais en tout cas, c'est très bon film. Oui, c'est dans le haut du panier. C'est une claque totale en matière de mise en scène, en matière de scénario, même si, comme tu disais, l'histoire est simple, il y a quand même toute une mythologie derrière. Ça reprend une partie de la mythologie grecque aussi. C'est hyper intelligent, c'est hyper intéressant. Franchement, à part un petit bémol sur la musique, moi je vois pas de défaut à ce film, quoi. Marc, non, tu défends la musique. Parce que moi je suis parti avec des gros a priori sur Junkie XL que quelques mois auparavant j'avais dégusté sur 302. Non, Divergente. J'ai déjà oublié le film, c'est terrible, sur Run All Night. Night Run. Run All Night en anglais, attention au titre original, qui était une purée musique, enfin purée sonore atroce, j'en revenais pas. Et là, ça m'a pas mal surpris parce que, en fait, j'ai trouvé la bande-son c'est ça qui allait très bien avec le film, j'ai trouvé la bande-son super opératique. Ouais. Tu vois, par exemple, la scène de la tempête. Par exemple, dans la bande-annonce, c'est ça qui était curieux, la scène était muette, enfin, muette dans le sens où il n'y avait pas de musique. Oui, il y avait que les bruitages, et dans t'as vu ? Et dans le film, ça devient une scène d'opéra démentiel avec la musique qui en fait des caisses et tout. Et moi, je trouve que ça correspond super bien à l'ampleur du film et ça apporte une corde en plus à la saga Mad Max, qui n'avait pas eu cette ampleur opératique avant. Je suis assez d'accord avec ça. Sur les scènes d'action, je trouve qu'il est très bien, mais c'est plus sur les scènes justement un petit peu émotives, où là, on tombe vraiment dans c'est l'école Hans Zimmer, quoi. Ça sent... c'est quand même... Il faut penser avec juste 3 violons, tu sens que le type, il est à la ramasse, quoi. Je sais pas. Il se débrouille pas si mal que ça. Non, mais bon, ce qu'il fait, c'est complètement bateau, au final. Mais après, c'est scène calme, il tient,
tient à ce que demande George Miller, quoi. Il sort pas de la route. Ça réinvente pas le truc comme George Miller, lui, il réinvente le blockbuster. Donc ça jure peut-être. C'est un des trucs ça jure peut-être, voilà, mais. Et toi, Alexandre, notre plus auteur des auteurs, qu'as-tu pensé d'un film d'action par un réalisateur de 70 ans ? Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je trouve le film extrêmement impressionnant, d'autant plus que c'est pas si souvent de voir un film, alors blockbuster ou pas, qui tient toutes ses promesses. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont notamment liées à l'écologie, à la condition animale, à l'endoctrinement. Donc c'est des thématiques de fond qui pourraient juste être des motifs ou des choses comme ça qu'on aborde vaguement. Et en fait, les sujets sont traités. C'est-à-dire qu'on a affaire à des femmes. C'est un film féministe aussi, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a affaire à des femmes contre une bande d'hommes, des femmes qui sont exploitées pour leur lait et pour les progénitures qu'elles vont faire, des mangeuses de graines contre des mangeurs de viande, et ils poussent sa thématique jusqu'au bout, sans que ça soit trop lourd en plus, c'est ça qui est assez dingue. Justement, moi je trouve que c'est pour ça que c'est mieux que féministe, c'est un film humaniste. Oui, non mais... Parce que tu vois, je me méfie du mot féministe quand on parle il y a beaucoup de gens qui ont je me méfie du mot féministe à propos de Fury Road, alors que moi je trouve que ça correspond plus à un truc humaniste. Oui, mais regarde, c'est l'histoire d'un Clint Eastwood, parce que en gros c'est quasiment Clint Eastwood dans ses premiers films, Max, dans ce film-là. D'ailleurs, le dernier plan du film, c'est carrément le cowboy solitaire qui s'en va, hein, ou c'est Lucky Luke, voilà. Et on fait une révolution, le premier aussi est comme ça, et on fait une révolution de l'intérieur en mettant celle qui le porte. Il s'avère que c'est une femme, effectivement, mais c'est aussi... On était dans une situation, dans une sorte de dictature où les gens mendiaient pour avoir de l'eau et où les femmes étaient exploitées en tant qu'objets. Et il y a quand même des choses qui sont écrites sur les murs qui vont dans ce sens-là quand elles s'enfuient. Donc, et toutes ces thématiques sont poussées à bout et le film essaie pas de se faire plus intelligent qu'il ne l'est. Par ailleurs, l'autre chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est sa structure. C'est-à-dire que la structure d'un film classique à Hollywood depuis très longtemps, c'est on prend à peu près 20-25 minutes d'exposition, quand bien même il y a de l'action ou des choses intéressantes, et au bout de 25 minutes, à peu près tous les enjeux sont fixés et on sait à peu près où on va. Là, au bout de 25 minutes, on a eu quasiment le pic en termes d'action, même s'il y en aura encore après des très impressionnantes. On a compris des choses, mais pas tout. Et par exemple, la dernière scène d'action, qu'on ne révélera pas, elle est super bien, mais c'est pas la plus impressionnante. Mais c'est pas grave. Parce que ça boucle le scénario. Parce qu'elle raconte des choses. Parce qu'elle raconte des choses. Aussi, quoi. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'il se dit pas, il faut que j'aille sur un crescendo pour que ça soit bien. Et non. Il commence très fort. Après, il y a des jeux comme ça de rupture ou d'action, des accélérations, des ralentissements. Mais tout se tient. Et on dit que c'est une course-poursuite de 2 heures. Oui, et en même temps, c'est quand même un peu plus que ça, quoi. Oui, en plus, c'est parce que justement, il ne fait pas de l'action pour faire de l'action. Il fait de l'action pour faire du dialogue. Et c'est en ça que je trouve Fury Road absolument fabuleux et limite révolutionnaire en fait. Enfin, moi personnellement je pense que c'est un des plus grands tournants du blockbuster, on va dire, ou de la superproduction américaine depuis Terminator 2 ou Une journée en enfer. Et parce que à l'heure où tu vois, tu as des Avengers qui font 2h30 ou même des Hunger Games qui s'étirent dans des dialogues, dans des univers en soi moins complexes à définir que celui de Mad Max, mais où il y a des dialogues interminables, où on cherche à t'expliquer. Et à contrario, les scènes d'action où il te raconte dans un dialogue ce qui se passe à l'écran pour le spectateur. Et à contrario, la scène d'action ne raconte rien. C'est-à-dire que je vais rebondir un peu sur Avengers 2. Avengers 2, là, la scène d'action entre Hulk et Iron Man c'est en Afrique du Sud, à Johannesburg, c'est ça ? C'est pas précisé. Afrique. Afrique. C'est une scène qui ne sert à, et qui ne sert à rien, et en plus elle ne raconte rien, la scène. Comme tout le film, de toute façon. Et on va pas rendre. C'était le mois dernier. Tandis que dans Fury Road, juste à travers ses personnages, l'écriture, la mise en scène, George Miller raconte des choses sur son univers, sur ses personnages. Il suffit d'un plan sur Nux, un plan sur Immortan Joe, un plan sur Furiosa. Au milieu d'une scène d'action et des explosions partout, tu as des enjeux dramatiques qui sont dessinés au milieu de l'action. Ouais, puis émotionnel en plus, quoi. Ouais, c'est pour ça que je parle d'enjeux dramatiques. C'est vraiment, et c'est juste un plan. Mais il travaille tout ça de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est dans une mise en scène a priori de cinéma classique. Comment s'appelle le bad guy là déjà ? Immortal Joe. Au début, il est filmé comme Saruman. Vous regardez, c'est les mêmes plans sur les foules, c'est exactement les mêmes plans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une grammaire. C'est Adolf Hitler qui domine la foule. Oui, voilà, donc c'est une grammaire classique. Mais à l'intérieur, il va instiller des choses, notamment le travail sur la musique est quand même assez intéressant, puisqu'à des moments, il va utiliser le Requiem de Verdi remixé, et ça va créer une sorte d'accélération au son, alors que l'image,
elle est à une vitesse normale et ça crée un lien avec les premiers Mad Max où il y avait ces fameuses accélérations de l'image. On a un tout petit peu là, mais il l'utilise quasiment plus parce qu'il sait très bien que l'effet ne marcherait plus comme dans. Et d'autant plus, puisque on parle un petit peu de musique classique dont tu parlais dedans, je note quand même la partition qui fait 4-5 fois référence à je me souviens plus du morceau de Christophe Penderecki qu'on entend au début de Shutter Island. Ouais. Ah oui, je me souviens plus du morceau, c'est la symphonie morceau, numéro 3. C'est ça, c'est un morceau en fait qui dit tout de suite qu'on est dans un film d'aventure en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que pourtant je vois plein de gens qui me disent que c'est point. Et pas du tout, c'est pas point, c'est pas les mêmes instruments et tout, ça pose une ambiance, c'est vraiment symphonique pour le coup. Et pour moi déjà, voilà, ça pose dès le départ un film qui sera symphonique, opératique et ambiancé. Quoi. Ce que veut dire Marc, c'est pas Hans Zimmer. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans Mad Max, c'est que tous les personnages ont leur importance, même le mec qui joue de la guitare. Ouais. Même les mecs qui jouent du tambour, même un Warboys que tu vois 2 secondes, tu sens qu'ils ont tous hyper importants au récit, et ça c'est quand même de plus en plus rare dans les blockbusters américains. Et puis c'est un pur film américain avec la grande thématique du cinéma américain, c'est la Terre Promise. L'Eldorado rêvé. C'est un nouveau western. C'est Stagecoach. Mais vous avez remarqué qu'on ne la verra jamais cette Terre Promise, et on se demande même si elle peut exister. Et c'est assez fou d'être dans ce désert, parce qu'il y a aussi une histoire on en a un peu parlé, mais de l'eau, et parce que c'est un camion citerne et tout, et en fait on se dit mais est-ce qu'elle peut exister, est-ce que c'est pas juste un rêve, donc est-ce que cette révolution c'est pas juste une façon de survivre, donc ça pose aussi des questions assez fortes, et en même temps il faut quand même le dire, c'est pas un truc philosophique, c'est un gros kiff. Ouais, c'est ça qui est assez marrant, peut-être pour finir, mais c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent te voir en disant ouais, mais en fin de compte, il n'y a pas de scénario, etc. Et en fait, on l'a dit, tout ça s'inscrit dans le film, mais c'est là où c'est très fort, c'est que c'est un film qui te fait tout ressentir finalement, parce que on parle beaucoup des thèmes, etc. Mais c'est un film où tu es agrippé à ton siège pendant 2h15 et tu te prends tout ça dans la gueule, mais c'est sensoriel en fait, c'est vraiment limite une expérience sensorielle avant tout, quoi. Et sans fanservice. Et sans référence à la con. Il n'y a pas de caméo de Mel Gibson, il regarde jamais, il fait 2-3 clins d'œil à la mythologie de Mad Max, mais il regarde jamais les anciens films. C'est vraiment le mec qui part devant, quoi. Clairement, moi par exemple, j'avais vu que Mad Max 2, j'ai eu aucun problème à celui-là. Oui, non, je connaissais pas du tout la mythologie. Quelqu'un qui aurait jamais vu un Mad Max, il peut complètement adorer. Ouais, carrément. Justement, d'ailleurs, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de gens qui avaient vu Mad Max en fait. Des gens dans le grand public, parce que beaucoup de fois j'ai vu la question est-ce qu'on peut voir Fury Road sans avoir vu Mad Max ? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas vu Mad Max que de gens qui de Jurassic Park par rapport à Jurassic World. Il y a plus de gens. Sur la promotion, c'est parmi les blockbusters qui sont des retours de licence passés, c'est le seul film dont la promotion ne fait jamais référence aux anciens, quoi. Voilà, donc pour boucler vite fait sur Mad Max, je ne dirais que le meilleur cinéma, c'est celui où l'action est longue et les dialogues brefs, et ça, c'est John Ford qui l'a dit. Oh, bien voilà. C'est beau. John Ford a retweeté. Donc tout de suite, on passe maintenant à Arnaud Desplechin. John Ford n'a pas retweeté. Je suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers. Quel était le souci avec mon passeport ? Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus. Alors, qui es-tu ? Je ne sais plus. Donc 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin, qui a été présenté donc à la 15e au Festival de Cannes, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit en composition et limite gagne la Palme d'Or. Enfin bref, c'est donc l'histoire à nouveau du personnage de Paul Dédalus, qui est cette fois repris par Mathieu Amalric et puis le jeune Quentin Dolmer, où en fait on revient sur la jeunesse de ce personnage-là qu'on avait croisé à la fois dans Comment je me suis disputé, sous-titré Ma vie sexuelle, aussi un conte de Noël et Roi et Reine. Enfin c'est un peu un Arnaud Desplechin Cinematic Universe qui est en place. Non, mais c'est pour faire comprendre un petit peu aux gens qui connaissent pas trop Arnaud Desplechin. Et donc un beau film, quoi, un très très beau film. Moi j'ai trouvé que c'était un film intéressant, extrêmement bien joué. L'acteur qui joue Paul Dédalus est vraiment excellent. Après, j'ai quelques réserves sur la construction du film, à savoir que en gros, donc c'est 3 souvenirs de sa jeunesse, donc il raconte 3 souvenirs, dont un qui dure quand même un peu plus d'1 heure, si je dis pas de bêtises. Et finalement, les 2 premiers, même si c'est des souvenirs que j'aime beaucoup, ils servent pas à grand chose au récit. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'ils construisent le personnage. Ouais, à la limite, celui avec sa mère
construit le personnage, mais celui où il joue l'espion, je trouve Bah, pas. c'est la hyper matrice de intéressant. pourquoi il sera perdu ensuite, de pourquoi il perd son Exactement, identité. et la dernière scène du film, elle répond complètement La à ça. dernière scène est magnifique. Sachant que dans le film, la mère est un petit peu dérangée psychologiquement pour les gens qui l'auraient pas vu, et c'est pour ça qu'en fait il a tout un complexe avec elle, il finit quasiment par l'ignorer au bout d'un moment parce qu'il préfère vivre ailleurs. Et c'est ce qui fonde sa très, très jeune jeunesse. Et après, on passe à l'adolescence avec sa rencontre avec le personnage. Ce qu'il faut raconter, c'est qu'en fait, Desplechin raccorde ce film-là à Comment je me suis disputé par Mathieu Amalric, puisque le film commence avec Mathieu Amalric qui jouait Paul Dédalus dans ses autres films, enfin dans d'autres de ses autres films, et notamment donc Comment je me suis disputé. Et on a l'impression que ce serait une sorte de préquel à Comment je me suis disputé, sauf que le cœur du récit va complètement changer. Mais son amour avec Esther était jouée par Emmanuel DeVos dans Comment je me suis disputé. Donc il le dit lui-même, hein, l'idée de base c'est de raccorder les films, mais après le cœur, ce sont deux films différents. Et d'ailleurs, ce sont deux films un peu opposés parce que Desplechin est un réalisateur que j'aime bien. Maintenant, dans Comment je me suis disputé, il y avait quelque chose d'assez renfermé dans son monde qui, moi, me crispait un petit peu. Il y avait quelques très belles scènes, mais je trouvais que c'était un peu crispant, ça durait 3 heures. Là, déjà, il fait un film de 2 heures, ce qui me semble mieux correspondre à ce qu'il veut raconter. Et c'est un film ouvert sur le monde. Il y a une scène d'espionnage. On est vraiment dans le film d'espionnage ça dure à peu près 20 minutes. C'est très réussi. Ouais. D'ailleurs. C'est extrêmement réussi. Il y a vraiment du film de genre. Il y a 2-3 scènes qui ont attrait quasiment au cinéma, peut-être pas d'horreur, mais au moins d'épouvante. Et après, quand il va construire la romance, c'est déjà extrêmement romanesque, extrêmement intime et en même temps très ouvert sur le monde. On a parlé juste avant de Mad Max, qui est un très grand film, mais je crois que mon film préféré pour le moment de l'année, c'est celui-là, parce que il a réussi à capter quelque chose de l'amour, du premier amour, qui est pas si courant, qui est pas du tout naturaliste comme on peut le voir des fois, et lui a fait des choses un peu naturalistes avant parfois. Les dialogues sont superbes, les acteurs sont très très bons, et il faut pas se fier à la bande-annonce qui est un peu ratée et qui fait un peu peur. Le film est vraiment très fort à peu près dans tout ce qu'il construit, et surtout Desplechin, j'avais un peu l'impression que c'est un bon technicien au sens où il connaît son sujet, mais des fois il était un peu en mode random sur son montage, sur des cadres, etc. Et pour la première fois, je sens que le type maîtrise sur le bout des doigts. Le travail sur la lumière est somptueux. C'est une jeune chef opératrice dont son nom m'échappe, mais elle est très très bien. Et même la première rencontre entre Esther et Paul Dédalus dans le film, il y a un travail sur le découpage où parfois il va même briser les règles des 180 degrés, enfin tu vois, ce genre de choses. Mais on sent que c'est maîtrisé, on sent que ça raconte quelque chose, ça crée du rythme. Moi j'ai été extrêmement pris, j'ai été un peu surpris parce que j'y allais un peu avec d'immenses craintes, et c'est de très très loin son meilleur film. Bah après, au niveau des dialogues, c'est vrai que c'est un peu fantasmé puisque ça fait très écrit, ça fait un peu théâtral. C'est pas vraiment une réalité en dehors des passages avec Mathieu Amalric qui là pour le coup est ancré dans la réalité. Tous les souvenirs, c'est une jeunesse fantasmée. C'est un souvenir comme nous on s'imagine un souvenir, donc c'est forcément très exagéré par rapport à la réalité. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que le film, je trouve qu'il dégage une vraie force. On y croit vraiment à cette histoire d'amour, et il y a vraiment cette force dans l'amour qui dégage du film. C'est même plus de l'amour, souvent c'est de la passion, quoi. Ouais. Parce qu'après il y a des hauts, il y a des bas, et très souvent on est vraiment à la limite de l'amour et de la haine, mais ça reste Toi, Jean-Victor? Moi, je suis assez admiratif en fait d'Alexandre, parce qu'il a d'avoir passé une super séance, et moi c'était probablement l'une de mes pires séances de l'année. Un peu pour les mêmes raisons. En fait, moi, le côté je suis d'accord avec Alex, moi je trouve que le souvenir sur l'espionnage qui est pas mal, en fait je trouve qu'il sert à rien dans le film, et j'ai pas vu les autres films de Desplechin avec le même personnage, donc je pouvais pas les rattacher, mais je trouve que en fait c'est aussi un problème de rythme, c'est-à-dire que tu passes quand même, je pense, plus d'1 heure quasiment avec le personnage avec la romance avec l'adolescente Esther, et je trouve qu'au final c'est ça que tu retiens, et quand tu arrives à la fin avec la scène qui est censée tout raccorder, finalement le reste, moi je l'avais un peu oublié, je m'en foutais un peu. Mais ce qui m'a vraiment dérangé en fait, c'est déjà ce côté surécrit dans les dialogues, j'y crois pas une seconde, et en fait je trouve ça très pédant, et j'avais juste envie de me mettre des baffes au personnage, c'était insupportable. C'est voulu. Mais ça m'a complètement sorti du truc, et en plus je trouve que le film recoupe un peu avec toutes les stigmates d'un espèce de cinéma d'auteur français que je déteste. Sauf que j'ai jamais vu ça au cinéma français, c'est antinaturaliste au possible. Non, mais dans la façon de faire, c'est-à-dire que déjà t'as des passages avec de la voix off qui t'explique ce qu'il y a à l'écran, et ça, moi ça me saoule, et c'est surtout le côté ultra sentimentaliste, je le trouve un peu absurde, quoi, et puis un peu cliché aussi par ailleurs, le côté oui je t'aime mais quand t'es pas là je vais baiser avec toute la ville, et putain, ça ne m'intéresse absolument pas. J'étais exaspéré devant le truc, je me suis dit putain, mais faut changer de meuf, mais c'est superbe des personnages qui ont une relation comme ça. Mais moi ça m'exaspère. Mais après c'est peut-être parce que c'est moi. Après, on ne demande pas d'aimer mais... les personnages, on ne demande pas de vouloir les rencontrer dans la vraie vie, mais de rendre compte que le côté romanesque, c'est que tu perds le côté
réaliste de la vie, enfin le côté comment dire, tu perds même ta propre morale. Et que quand t'aimes quelqu'un, ça traverse ça. Et je pense pourtant être quelqu'un de très romantique, c'est même pas la question, mais là je trouvais que c'était se prendre la tête pour se prendre la tête. Et surtout, non, mais je trouve que ça permet de creuser en profondeur le personnage de Paul Dédalus. Quand tu fais sa première rencontre, pas quand il est vieux, mais quand il est jeune, avant qu'il aille en Russie, tu peux dire qu'est-ce qu'il est fade par rapport à son camarade. Je sais plus du tout comment il s'appelle, qui lui il veut vraiment faire l'affaire d'espionnage, tout de suite son contexte est plus posé, on voit qu'il fait partie de la communauté juive de Paris, etc., etc. C'est un personnage plus fort et Paul Dédalus il est plus en retrait, il sait pas quoi faire. Et au fur et à mesure du film, à travers cette romance qui est du coup un peu atypique, je trouve que ça va creuser sa personnalité d'une manière vachement plus forte que si c'était une romance plus typique, quoi. Ça va complètement définir qui il est et ce qu'il sera. Mais quelque part ça va le perdre également. Parce que l'une des dernières scènes, c'est où il dit en gros il ne sait plus qui je suis. Voilà. Et donc c'est un film où on nous construit l'identité d'un personnage qu'on a déjà croisé si on a vu d'autres films, mais qui n'est pas vraiment le même. Et surtout, la dernière scène, c'est je ne sais plus qui je suis quasiment. Alors que nous, maintenant, on sait qui il est. Donc ça crée une espèce de décalage, genre mais si, on sait qui t'es en fait. Je trouve ça beau. Et ouais. Je te vois devant l'écran en train de dire mais si Mathieu, je sais que tu puis Mathieu Malric. Voilà. Mais tous les acteurs sont petite présence de Dussolier, moi ça me fait toujours et puis plaisir. même d'Olivier Rabourdin qui joue cette fois le père de Paul. Oui, Olivier Rabourdin et la petite Lou Roy Le Collinet. Lou Roy Le Collinet. C'est son premier rôle. C'est son premier film. Alors quand ils l'ont casté, c'était on veut trouver une fille de qui on tombe immédiatement amoureux. C'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. C'est marrant. Comment il la cadre et tout. Justement, c'est un petit peu mon seul point négatif. Mon gros point noir du film, c'est que j'ai pas du tout accroché à cette actrice-là. Je trouvais que c'était totalement personnel, mais je trouvais qu'elle dégageait rien du tout, même si elle jouait très bien. Et j'avais qu'une envie, c'est de la claquer, quoi. Ah, merci. Elle a un côté insupportable. T'as un peu envie de la claquer, mais t'as un peu c'est une sorte d'ambivalence. T'as un peu envie de l'embrasser. J'ai beaucoup aimé le film, mais je rejoins quand même un peu Jean-Victor sur la meuf qui est folle amoureuse et qui va se taper à peu près tout le monde. T'as envie un peu de lui dire mec, c'est bon, change de meuf, quoi. Mais donc ça, je rejoins un peu Jean-Victor là-dessus. Mais ça m'a pas empêché du tout d'apprécier le film, au contraire, quoi. Bon, voilà, donc je pense qu'on aura fait le tour de Nos Arcadies qui aura été retitré donc après oui, c'est vrai, 3 souvenirs de ma jeunesse, donc après il a inversé les deux titres. Et donc maintenant on retourne aux Amériques pour un nouveau monde, un monde de demain. C'est Tomorrowland. Oh, c'est beau. Thanks. Don't thank me yet. Donc Tomorrowland est où à la poursuite de demain en version française, donc sorti le 20 mai, même jour que 3 souvenirs de ma jeunesse. Donc cette fois c'est le deuxième long métrage de Brad Bird, live. Deuxième film avec des vrais acteurs après Mission Impossible Ghost Protocol ou Protocol Phantom qui était sorti en 2011. Donc cette fois Tomorrowland on suit l'histoire d'une ado brillante nommée Casey qui découvre un pins qu'on pourrait croire magique puisque dès qu'elle le touche elle découvre un monde extraordinaire avec des inventions qui elle est à la défense. Non, elle est à Apple City en fait. Elle va retomber sur Steve Jobs et tout qui l'attend. Non, en fait, c'est un monde qui a plein de solutions merveilleuses pour résoudre tous les problèmes du monde. Mais bon, et pour y accéder, il faut qu'elle retrouve le personnage de Frank qui est interprété par George Clooney. Et la partie n'est pas de tout repos et il y a bien des soucis qui lui arriveront en chemin. Alors Jean-Victor, qu'en as-tu pensé de Tomorrowland ? Bah écoute, moi j'ai trouvé ça, j'avais un peu peur du film à cause du deuxième scénariste parce que c'est écrit par Brad Bird et par Damon Lindelof qui est le scénariste de Lost, de la série The Leftovers. Et ça c'est très bien pour le coup. J'ai pas vu ces séries, mais le problème c'est que quand il est au cinéma, jusqu'alors ça a donné Alien contre Envahisseur et Prometheus. Donc là, d'un seul coup, Prometheus qui est très bien d'ailleurs. Et World War Z. Et World War Z, il avait écrit le troisième acte de World War Z. Prometheus qui est très bien. Prometheus qui c'est un étron. C'est toi. C'est lui. Mais et donc j'avais un peu peur de ça et en fait j'ai vraiment été saisi par le film pour plein de raisons. La première c'est que je trouve que Brad Bird c'est un très très bon réalisateur et il avait fait des trucs formidables en animation. Et sur Mission Impossible Ghost Protocol, c'était hyper intéressant de le voir travailler live parce qu'il essayait de lui inculquer un peu un côté animation avec un truc très dynamique, très cartoon par moment, mais c'était plus par le montage qu'il arrivait à créer ça. Je trouve que dans un film comme Tomorrowland, en l'occurrence, il arrive vraiment à se lâcher pour le coup et
et à avoir un espèce de dynamisme vraiment cartoon dans le film. En plus, il y a des personnages de robots qui maltraitent dans tous les sens notamment, et en fait il arrive à presque donner par moment une espèce de dynamique de Tex Avery à un truc live, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans la mise en scène et dans le récit comme ça d'hyper dynamique, d'hyper fun et d'hyper frais en fait, d'hyper bourré d'idées et qui est hyper trépidant. Et toi Alexandre, t'en as pensé quoi? Moi, j'avais tellement envie de l'aimer, ce film. Enfin, je l'attendais vachement. J'adore Brad Bird. Enfin, ces 2 films d'animation font partie de mes films préférés. Mission Impossible, pour moi, son Mission Impossible, pour moi, c'est le 2e meilleur Mission Impossible. Bon, c'est pas très difficile non plus. Et je suis d'accord avec Jean-Victor que le film est extrêmement réussi visuellement. Il y a Au niveau de la mise en scène, il y a des passages absolument hallucinants, notamment tout le passage dans la maison de Clooney. Mais alors l'écriture, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. J'ai l'impression d'être devant un produit Disney complètement aseptisé, pas du tout intéressant, complètement cliché. Alors il y a des trucs que j'aime bien. Il y a le personnage de Britt Robertson que je trouve très bien. C'est un film qui est hyper optimiste, donc ça, moi, c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Mais après, à côté de ça, il y a tellement d'énormes défauts. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le personnage de Hugh Laurie est complètement inintéressant. Les espèces de méchants, les méchants robots, j'ai l'impression de voir des méchants qui sont sortis du film Les 101 Dalmatiens. C'est ça qui est cool. Donc, en fait, tous ces défauts d'écriture m'ont complètement empêché d'apprécier le film, qui est très très réussi visuellement. Après, justement, le souci d'écriture, c'est le fait qu'on ait n'ait pas trop les enjeux dès le départ, puisqu'elle veut découvrir un monde qu'elle a vu à un moment, mais on ne sait pas tout de suite qui est-ce qui la poursuit, quel risque elle peut prendre. Et au fur et à mesure, on passe d'une étape à l'autre, au fur et à mesure, et on apprend une fois arrivé sur place qu'est-ce qui s'est joué avant, et on ne sait pas trop où on va. Il y a quand même un enjeu sur le fait que plus elle essaie d'y aller, plus elle commence à être emmerdée parce qu'elle se fait chasser, etc. Et donc il y a un mystère là-dessus aussi, quoi. Mais après, c'est qu'une fois la première confrontation avec des hommes robots qu'on comprend qu'il y a un danger qui peut l'emmener. Et t'as le mystère en fait qui alimente cette première partie du film. Je trouve pas ça hyper intéressant, quoi. Enfin, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé, cette partie-là. Toi, Marc? Je partage un petit peu le même avis qu'Alexandre, hein, mais j'ai quand même apprécié le film, hein, dans sa globalité. En fait, je trouve que c'est un film qui baigne dans les bonnes idées, ça y a pas de problème. Mais en fait, là où j'ai été très étonné, je trouve que c'est un film qui manque de passion. En fait, c'est-à-dire que tout est là, il y a un esprit que j'aime beaucoup, il y a une sorte d'esprit Amblin, il y a un truc artisanal. Ça m'a vachement fait, il y a un petit truc qui me fait penser à du Joe Johnston, mais est-ce que c'est parce qu'on voit un simili Rocketer peut-être Mais non, mais il y a des trucs artisanal. C'est vrai qu'Amblin, pour le coup, moi ça m'a fait beaucoup penser à Retour. Mais je trouve que ça manque de passion, c'est-à-dire qu'il y a Brad Bird qui trouve forcément quelques moments de bravoure, tu vois, mais la majeure partie du film, elle est réalisée franchement sans génie. Tu regardes par exemple les scènes en voiture, c'est une catastrophe de réalisation. Enfin, je sais pas, ça a peut-être été tourné par un autre réalisateur ou je sais pas, mais c'est que des chants contre chants qui ont tout le temps les mêmes valeurs. En plus, il y a 2 ou 3 scènes qui sont des scènes d'exposition, de dialogue, etc. dans les voitures. En plus, le film, c'est qu'une scène, c'est que de l'exposition tout le temps. Le personnage principal qui pose que des questions, etc. C'est super lourd. C'est pas, moi, je demande à voir Tom Holland, je m'en fous des questions. Ouais. Et le problème, c'est que Brad Bird, il te fait chant contre chant sur des acteurs pas très inspirés. Et à un moment, ça m'a fatigué. Et à nouveau, je déteste quand même pas le film. Il a son esprit, il a ses moments de bravoure de Brad Bird. La première découverte de Tom Holland avec une sorte de long plan qui parcourt. Ça, je trouve ça génial. Mais bon, je vais quand même trouver un truc à redire. Je trouve visuellement le film, la direction artistique est géniale, les effets spéciaux sont complètement ratés. Il y a des trucs qui sont pour un film à 190 millions, enfin sur le plan technique, il est genre foiré, quoi. Et ça, j'en reviens pas qu'il y ait Disney qui sorte un film comme ça, mais je pense Disney en a rien à foutre. D'ailleurs, Disney en a rien à foutre. C'est un film que c'est aberrant qu'il soit pas en 3D, tu vois. Alors que c'est un truc que t'as envie de voir en 3D, c'est Tom Holland. C'est aberrant que ça soit pas en 3D. Et du coup, à chaque fois, moi, j'y allais avec des expectations. Moi, je pensais que ça allait être le deuxième Jupiter Ascending de l'année, pour moi. C'est-à-dire qu'une création originale, super fraîche, un peu kitschoun, mais avec un... au niveau du Pirate Ascending, justement, on est plein dedans parce que c'est un gros échec au niveau du box-office. Après, c'est 2 films, en l'occurrence, qui ont été torpillés. On en avait parlé la dernière fois pour Jupiter Ascending, mais c'est vrai que Disney, en fait, c'est toujours marrant de voir un studio mettre quand même 190 boules dans un blockbuster pareil, et ils en ont rien à foutre, en fait. Ils le sortent comme ils ont sorti John Carter, avec une promo un peu je m'en foutiste, et... En fait, les gens se disent, c'est quoi ce truc sachant que Tomorrowland devait sortir au mois de novembre dernier, qu'il a été décalé à ce mois de mai parce que Star Wars a été redécalé au mois de décembre. Donc en fait, il a pris la place de Star Wars épisode 7
au niveau de la sortie. Donc 190 millions de dollars, ça on l'a dit. Et au niveau des recettes, on en est à ce que 137 millions global. Ça fait mal. Et le problème, c'est que comme l'échec de Lone Ranger avait fait échouer le 20 milieux sous les mers de David Fincher, on en pleure encore. Hein. J'ai envie de pleurer, quoi. Ouais, le problème, c'est que du coup, avec ça, on a Tron 3 qui est annulé. Alors que en 2 films, Kosinski a montré qu'il en savait beaucoup plus que tous les Yes Man que pouvait embaucher Disney. J'aime beaucoup Oblivion, hein, mais s'il a ses défauts, je trouve que c'est un film superbe. Et puis 33 qui était annoncé 2 semaines avant, quoi. Et puis on va bouffer quoi? On va bouffer Dumbo par Tim Burton et un remake de Sister Act, quoi. Et le livre de la jungle et je sais pas quoi d'autre encore. Alors, on l'a plus, adapté en live. Ce qui est malheureux, c'est que Disney, depuis 4 ans, 3 ans maintenant, sur toutes les productions live qu'ils entreprennent, qui ne sont pas des lives de leur mythologie Disney. Je ne parle pas de Cendrillon de Kenneth Branagh qui a étonnamment plutôt bien marché. Je ne parle pas de Maléfique, etc. Je parle de Tron, Lone Ranger, John Carter, etc. Ce sont des films qui ont tous échoué. Alors, Tron peut-être un peu moins, mais Tron il a pas si. Tron il a mais un peu moins que les autres. Parce que je pense que les attentes étaient en dessous, mais Lone Ranger ça a coûté cher à Disney. Après, on dira ce qu'on voudra, c'est aussi le public qui suit pas, quoi. Je veux dire, ok, on a d'un côté John Carter et Tomorrowland qui sont pas on voit que les studios n'ont rien à foutre, donc ils l'en vendent pas, mais à côté de ça t'as Lone Ranger où ils mettent quand même le paquet, où t'as Johnny Depp, c'est par les mecs qui ont fait Pirates des Caraïbes, et c'est un film qui se plante, alors que moi je trouve que c'est un film génial. Donc le problème Lone Ranger, les Américains ils veulent pas le voir, c'est un film qui te dit que l'Amérique s'est construite sur un génocide. C'est pas ce que les gens viennent chercher dans un film Disney. Alors ils viennent chercher la bouffonnerie de Pirates des Caraïbes. C'est surtout que ce beat de Lone Ranger aux États-Unis, en fait, comme il est sorti d'abord là-bas, en fait Disney a complètement abandonné le film pour l'international et du coup il a plus du tout été soutenu par le studio après la sortie américaine. Je suis un film qui fait référence à John Ford, oulala, ça va trop loin. John Ford et Arthur Penn, comment ça s'appelle, Little Big Man, oulala, les Américains suivent plus. Il est où le super-héros, merde? Il n'y a pas que. Pour moi, on pointe le doigt, on pointe les studios du doigt. Pour moi, il n'y a quand même pas que les studios du doigt. Enfin, on le voit depuis le début de cette année. Regarde, Jupiter Ascending, c'est un four total, alors que moi je trouve que c'est un film merveilleux. Dans un genre, un film que j'aime pas, mais qui est aussi une licence originale qui s'est plantée, c'est Chappie, quoi. Voilà. Donc, qui n'a pas été soutenu par le studio, mais c'est pareil, c'est un film qui sur le papier. C'est un petit budget, Chappie. Oui, mais c'est un peu la gueule d'un blockbuster, tu vois. En fait, finalement, je trouve ça très mauvais, mais c'est même pas la question. Le public, il veut voir quoi? Le public, il veut voir Avengers 2, quoi. Il veut voir Fast and Furious. C'est triste. Il veut voir Mad Max. Ouais, ça n'a pas tant fonctionné. C'est 500, 600, 700 non, millions. Là, c'est à 300. C'est pas. 300 Là, c'est à 300. Je pensais que c'est genre à 500 millions. C'est pas le Pérou non plus, hein. C'est pas Avengers 2, tu vois. Ça a marché, je pense, surtout grâce au bouche à oreille. Mais moi, ça me rend triste de voir qu'on va se bouffer que des blockbusters de merde, à peu près tous les mêmes, au moins pendant 5 à 10 ans, quoi. Après, pas grave, Desplechin va refaire des films. C'est vrai, bon, c'est Desplechin va faire un film pour Disney, ça va marcher, quoi. Non, c'est vrai qu'après, bon, c'est un film qui a des défauts, qui est un peu naïf, mais très beau dans le côté optimiste de ce qu'il vend. Et après, le problème, c'est que ce qu'il dénonce, il se fait descendre à cause de ça. Parce que c'est ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, c'est quand même un film méta à fond, Tomorrowland, et c'est un film qui fusille du doigt une espèce d'esprit cynique actuel en disant arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de toujours vouloir voir les mêmes choses. Il fait carrément exploser à un moment une boutique remplie de jouets Star Wars et tout ça, et il dit allez de l'avant, quoi. Et évidemment il dit ça, il se prend un mur parce que les gens n'ont pas envie de faire ça, quoi. Vraiment, les gens ils savent pas qu'il y a ça dans le film, donc c'est pas ça qui empêche les gens d'aller voir le film. C'est pas dit que le public en plus il aime pas ça. C'est une vente, c'est des méthodes de marketing. Oui, bien sûr, ouais. Donc maintenant on saura que grâce à Alexandre, Tomorrowland, en tout cas le monde de demain, c'est pas le Pérou. C'est pour ça qu'on est. D'ailleurs, c'est beau. Ouais. Un des problèmes de Tomorrowland, j'y repense aussi, c'est que finalement ce monde, on le voit quasiment pas, quoi. Et ouais, c'est vrai. Il y a 1 heure d'exposition. C'est-à-dire qu'il y a un petit passage très tôt dans le film où on le voit bien. Ensuite il y a 1 heure d'exposition sur Terre. Après, quand on y revoit, bon, je vais pas raconter de quoi il s'agit, mais c'est pas très emballant, voilà. On va dire. C'est vrai que le fantasme en fait qui est véhiculé par l'idée de Tomorrowland, en fin de compte, on l'a pas tant que ça dans le film. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Mais ça, je pense, c'est vraiment un problème de schéma, d'histoire, quoi. De répartition. Pour le coup, en termes d'histoire, mais il y avait un truc qui m'avait choqué la première fois que j'y repense, c'est que en fait, le film est introduit d'une manière totalement inattendue parce que c'est un arc narratif qui a pas du tout été mis dans le marketing.
Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une première exposition pendant 20 minutes, et après on passe sur le personnage de Brie Larson, on a l'impression que le film redémarre au bout de 20 minutes. Je pense d'ailleurs que l'exposition avec les fameuses cassettes qui sont enregistrées, c'est vraiment une très mauvaise idée, quoi. C'est un gros problème. Ça marche rarement, les trucs comme donc, ça. Est-ce qu'on peut plutôt pointer du doigt Damon Lindelof et dire que Brad Bird fait des choses très bien? Brad Bird, il est très présent dans le film qui a coécrit le film quand même. Voilà, donc personne n'est innocent. Et Michael Giacchino qui est genre pas d'inspiration. Voilà, il fait un peu du Williams et du Silvestri, mais bon, c'est une commande. Son score est très répétitif, mais j'aime beaucoup le il est pas super inspiré. Ça bien qu'il se trouve un style quand même un jour. Voilà. Bon, c'est pour ça que Tomorrowland, mais allez-y, il faut y aller. Il faut soutenir la création. C'est un film qui a des idées. C'est un peu comme, c'est quand même un peu comme Taxi Téhéran, tu vois. Il faut soutenir. C'est dans le Jafar Pahani Cinematic Universe. Il faut soutenir la création. Exactement. Donc c'est pour ça que nous aussi, nous allons voir Loin de la foule déchaînée. I want very much to protect you for the rest of your life. I'm not going to tell stories just to please you. You can be sure of that. Donc Thomas Winterberg, La Chasse, le Dôme 95 avec Festen, Submarino, enfin des cinémas danois un peu obscurs pour le grand public et assez sombres dans l'âme humaine. Et tout d'un coup, on découvre Loin de la foule déchaînée, adaptation de Thomas Hardy, donc un grand de la littérature britannique. À qui on doit déjà Tess d'Uberville. Exactement. Et cette fois, donc c'est l'histoire de Bathsheba Everdeen, c'est ça ? Absolument, il a bien prononcé. Voilà. Bathsheba Everdeen, qui est jouée par Carey Mulligan, qui hérite d'une grande propriété dans la campagne anglaise. Dans le Dorset, en pleine période victorienne. Et c'est une femme célibataire, fière de l'être, qui affirme être une femme au milieu d'un monde entièrement d'hommes et qui pense savoir penser mieux qu'elle. Et son cœur va chavirer entre trois hommes, un berger sans le sou qui est joué par Matthias Schoenaerts, un riche propriétaire qui est son voisin qui est joué par Michael Sheen, et l'amant passionné. Tom Sturridge. Voilà, Tom Sturridge, un amant passionné qui est aussi un jeune militaire. Donc, Marc, qu'en as-tu pensé ? Chef-d'œuvre, non, moi c'est un de mes films préférés de l'année. Et c'est comme je disais dans mes critiques que vous pourrez lire sur Filmosphère. Mais qui aurait soupçonné un jour Thomas Winterberg, Festen et tout ça d'ouvrir un film en faisant du John Ford? Parce que les 20 premières minutes, c'est ça où ça m'a complètement chamboulé, c'est que les 20 premières minutes de Loin de la foule déchaînée, c'est du western. Et comme le western, c'est quand même une place de choix dans mon cœur, immédiatement je suis conquis parce que il a une manière de réinventer un peu l'adaptation de classiques littéraires en du coup réactualisant cette campagne anglaise. Il n'en fait pas une fable, une vision naturaliste qui en fait trop, une vision trop hollywoodienne et tout. C'est la frontière, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu des mythologies, il y a ces fermes éloignées, il y a ce paysage, ces grands paysages, c'est It's a big country, comme dit Gregory Peck dans Les Grands Espaces. Et il y a Matthias Schoenaerts avec son chapeau et tout. Et non mais c'est vrai. C'est de la pastorale. Et moi je trouve que dès le départ, en plus il y a un style visuel juste incroyable. Et j'ai trouvé que c'était une adaptation. Enfin, je trouvais ça formidable. Toi, Alexandre ? Non, c'est un beau film. Je dirais pas qu'il réinvente non plus le genre. Réinvente, alors après, en plus, tu le vends comme un western. C'est vrai qu'il y a des références au western et à John Ford. On est quand même dans un cinéma classique anglais, mais ce qui est un compliment venant de moi. J'aime beaucoup ça, et il est très bon quand il fait ça. C'est-à-dire que quand il va utiliser le décorum du film en costume, à savoir les coiffures, les costumes, les décors, de manière assez intelligente, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'y être, on a l'impression d'être dans cette ferme, parce qu'il y a une bonne partie du film se déroule dans une ferme que tient Carey Mulligan, enfin le personnage de Carey Mulligan. On a quand même l'impression d'y être, c'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué par sa reconstitution historique, ce qui est parfois le problème des films BBC, c'est une commande de la BBC comme film. Et le film s'en sort bien quand il est comme ça dans ses ambiances. J'ai 2-3 réserves de temps en temps sur des passages un peu plus dialogués, mais globalement je trouve que le film est très beau. Et d'ailleurs il y a un moment où il sort
du schéma classique. C'est une scène entre un des prétendants, qui est donc le fameux soldat, où il sort son sabre, symbole phallique s'il en est évidemment, et où il dit n'aie pas peur et je vais le manier, machin. Bon. Et là, il casse les codes du classique et il fait une espèce de montage un peu, je trouve un peu random, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le montage classique et on perd complètement l'érotisme et le danger de la scène pour moi. Donc vraiment, quand Wittenberg se met au service du classicisme, le western ou le cinéma classique anglais, c'est très très beau, c'est très prenant. Alors après, je reviens juste sur cette scène, juste histoire de rendre à César ce qui appartient à Jules. C'est que le montage comme ça de la scène à l'épée avec Tom Sturridge, en fait, ce montage un peu saccadé, un peu sec et tout, ça vient il a directement pris dans la version de John Schlesinger que j'ai vu du coup pour l'occasion. Ouais. Et c'était raté alors. C'était pas une bonne idée, fallait pas. Non, et dans la version de John Schlesinger qui est vachement plus sèche, vachement moins passionnée. C'était avec Julie Christie, c'est ça? C'est avec Julie Christie et Terence Stamp qui pour le coup est franchement fabuleux d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment il se place par rapport à la précédente adaptation dans laquelle il a vraiment pillé plein de trucs, si on doit le dire comme ça, mais qu'il arrive à intégrer à son cinéma sans donner cette impression de piller justement, dont cette scène-là. Mais il change le contexte. Oui. Ouais, Alexandre. Alors sur le fond, je rejoins un peu ce que dit Alexandre, c'est que c'est un film très classique en termes d'adaptation littéraire. Je veux dire, si on a déjà vu une adaptation de Jane Austen avec la femme forte et un triangle amoureux. D'ailleurs, si je peux me permettre, pour réinventer, pour moi, on fait soit Anna Karenine de Joe Wright, soit Les Hauts de Hurlevent d'André Arnold. Ça, pour moi, ça réinvente le film en costume. Ouais, bon, j'ai peut-être exagéré avec réinvente, mais pour moi, il y avait une sorte de virtuosité, une modernité qui en plus correspondait à du Joe Wright. Pas loin. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal penser à Orgueil et Préjugés pour le coup. Voilà, c'est ça m'a beaucoup fait penser à du Jane Austen. Après, j'ai trouvé que le film était superbe. La mise en scène est canon, la photo et décors sont sublimes. Ça a beaucoup fait penser à la beauté de Cheval de guerre. Les paysages anglais, même en termes de mise en scène, parfois, il ose des petits plans à la Spielberg et le travelling avant sur les visages et tout. Pour rebondir sur la photo, et là, je vais encore revenir à John Ford, justement, et c'est ça qui fait le parallèle avec Spielberg, c'est que là ça m'a vachement fait penser en photographie certains plans à un film de John Ford qui s'appelle Un homme tranquille avec John Wayne qui lui se passe en Irlande je crois, mais bon les paysages sont pas forcément extrêmement différents et la manière qu'il y a de photographier, bon évidemment le format est pas le même, c'est en Technicolor et tout, bon, mais je pense qu'il va directement puiser à la source même où elle est puisée Spielberg en fait, c'est pour ça que du coup il y a une petite connexion entre les deux. Après je rejoins ce que tu dis dans le fait que je trouve que même si c'est classique, ça reste quand même un film très contemporain puisque extrêmement féministe. Oui, mais ça c'est roman après. Oui, mais des choses de base. Bien sûr, mais disons que c'est un peu le mot à la mode en ce moment et que c'est bien vu de bien aimer tous les films féministes, même on le voit depuis le début de cette année. Et donc je trouve que ça c'est vraiment un film qui sort en bon moment parce que extrêmement féministe. Ouais. En plus c'est intelligemment bien fait quoi. Ouais. C'est un beau film d'émancipation et surtout là je vais revenir encore un petit peu sur l'original, ce qui n'est pas forcément le cas de l'original en fait. Où l'original il n'a pas du tout ce truc d'émancipation féminine, pourtant c'est vraiment la même structure, les personnages ont les mêmes archétypes. C'est un film sur l'ambivalence de l'émancipation en plus. Voilà, c'est bien vu ça. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que si tu regardes un peu la fin, on peut trouver que l'émancipation elle est plus complètement là, mais elle est un peu là, on va pas spoiler la fin, mais c'est assez intéressant. C'est ce que j'aime bien dans le film, c'est que les personnages sont tous un peu ambivalents, sauf le fameux soldat alors pour le coup, moi je trouve que le soldat c'est peut-être la partie la plus faible du film. J'ai aussi beaucoup aimé le film pour toutes les raisons que vous avez citées. Je trouve ça très beau, très classique, mais dans ce que ça a de plus noble et de plus plaisant, très romanesque aussi. Mais effectivement la partie avec le soldat, en fait je la trouve un peu jetée en pâture, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est traité très rapidement et les conséquences qu'il y a par la suite sont aussi un peu balancées en pâture quoi. Et pourtant le Troy, le Sergeant Troy a la plus belle scène du film. La forêt. Non, oui, c'est vrai. La forêt bichrome. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'en plus c'est un personnage une des plus belles. C'est le seul personnage dans lequel on peut pas trop se projeter parce que. Surtout, tu disais qu'il est ambivalent. Moi, je trouve que justement, c'est pas on n'a pas juste le prototype du méchant amant qui était. C'est un cœur brisé le type. Ouais. C'est ça qui est mais même en le montrant cœur brisé, on le montre en connard cœur brisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de la peine pour lui. Tu le montres en cœur brisé bien après qu'il ait fait ses méfaits justement. Tu vois. Donc, son côté cœur brisé. Non, tu le vois dès le départ. Ouais, mais ça, pour moi, ça. Tu vois que le personnage est brisé. La manière dont il le filme, quand tu compares la manière dont il filme ce personnage et la manière dont il filme Mathias Schoenaert, qui est
extraordinaire dans le film. Carey Mulligan est très bien, et Michael Sheen aussi, on n'en a pas encore parlé. Michael Sheen, pour moi, c'est le meilleur. De toute façon, qu'un acteur qu'on voit passer, s'il était moins caméo, on le verrait plus, ça serait mieux. Non, mais malheureusement, il a eu des problèmes de drogue et ça a cassé sa carrière. Il est moins bien filmé parce qu'il faut le filmer en méchant, et son arc narratif me paraît un peu moins abouti. C'est pas très grave, hein, le film reste très beau. Et moi, il y a 2 plans moi, que j'adore. C'est au tout début du film, quand le personnage de Matthias Schoenaerts découvre pour la première fois celle qu'il va aimer. Il la découvre sur son cheval, elle est allongée sur le dos sur son cheval. Et alors, on a l'impression qu'elle flotte au milieu des feuillages, c'est superbe. Et quelques minutes après, au début du film, il va chercher ses moutons qui sont enfuis d'un enclos. Il est dans la nuit et il écoute où ils sont. Et il va juste lever le visage quasiment direction caméra. On a quasiment un regard caméra. Et à ce moment-là, on est capté parce qu'en plus, le regard de Schoenaerts est très puissant. Enfin, c'est un acteur. C'est une bête, hein, ouais, mais c'est peut-être la première fois qu'on le filme aussi avec tant de douceur et de fragilité en même temps. C'est un bel arbre, c'est un chêne, c'est Mr. Hawk. Il a un charisme incroyable. Et même sa relation avec l'alchimie qu'il y a entre lui et Carey Mulligan. Je trouve, moi j'y ai cru dès le début, et les regards qu'elle peut lui lancer, qui sont à moitié de l'admiration et à moitié de l'amour. Moi je trouve que vraiment la vraie force du film, c'est ce duo Carey Mulligan qui pour moi c'est un de ses meilleurs rôles, et Matthias Schoenaerts que en plus j'ai découvert dans ce film. Et Michael Sheen, c'est vraiment un trio. Parce que en plus tu vois dans la structure classique habituelle, le propriétaire terrien, ça serait justement le vieux con qui a tout pour lui, qui veut violer la petite. Mais c'est pour ça que c'est le personnage, il est beau, t'as envie de l'aimer, il est pathétique. Mais c'est pour ça que le personnage du soldat est moins intéressant, parce que lui, pour le coup, il est un peu tout noir, tu vois. Alors qu'effectivement. Ouais, mais le type, c'est l'allégorie de la passion, donc il est bon. Mais c'est fait de manière mécanique, alors que justement, tu sens qu'il y a de l'amour. Tu l'as pas avec Schoenaerts, sa passion. Et puis ce soldat, quand même, il ressemble quand même vachement à Lou Garrel. Oui, il y a un petit côté de Lou Garrel. Après, en plus, personnellement, moi je trouve Terence Stamp vachement meilleur dans le Chazinger, et du coup, quand j'ai vu le Terence Stamp, je me suis dit, bon, Tom Sturridge, tout de suite, s'il est en dessous de Schoenaerts, Mulligan et Sheen, ou même le petit Juno Temple qu'on voit peu, mais qui est quand même pas mal. Et Matthias Schoenaerts, justement, c'est assez marrant de le voir en fait là-dedans, parce que moi je trouve que c'est un mec génial, mais c'est vrai que on l'a découvert dans Bullet et après dans The Rouillé-d'Os notamment, et dans le Blood Pace. Mais il a toujours un côté hyper bourru. Et là, il a une espèce de douceur. C'est un berger. Non, mais il porte bien le costume. Moi, j'étais persuadé que le costume lui irait pas. J'avais très peur de ça. Il a été dans la Alan Rickman que j'ai pas vu là il y a pas longtemps. Visiblement, il portait moins bien le costume. Le film a l'air de porter moins bien le costume. Ouais, non, mais voilà. Et c'est une bonne nouvelle que ce soit un acteur qui arrive. Non, mais c'est surtout en plus, c'est un acteur européen qui parle merveilleusement bien anglais. Et ça, c'est quand même assez rare pour le signaler, quoi. Donc, loin de la foule déchaînée, actuellement en salle. Marc déchaîné par contre. Et la musique de Craig Armstrong. Très belle musique de Craig Armstrong. Bien. Moi j'ai 2-3 raisins, mais plutôt bien. Avec Carey Mulligan et Michael Sheen qui donnent un petit peu de la voix à un moment. Qui pousse la chansonnette. Une petite reprise du Boccherini aussi. Voilà, et puis on applaudit le travail de Charlotte Bruce Christensen. Qui avait déjà opéré sur La Chasse et Submarino. C'est son 3e film. Déjà sur La Chasse, c'était parmi les plus belles images automnales que j'avais vu, et là en plus là on est revenu, c'est marrant, La Chasse c'était en numérique, et là on est revenu en 35 mm et ça flamboie, hein. Et toutes les saisons, et elles sont toutes magnifiques, les couchers de soleil sur la campagne, l'hiver, le plan large en hiver est costaud. Voilà, on va rester dans l'hiver avec un film bien froid mais qui est très très fort. C'est le FDBF Classics avec Marc, et on va revenir sur l'Armée des Ombres. Dans cette voiture de tueur. Il n'y a vraiment plus rien de sacré dans ce monde. Donc le FDBF Classics avec Jean-Pierre Melville, donc à la fois l'Armée des Ombres qui était sorti en 69, qui est ressorti en une belle version restaurée chez Studio Canal, à la fois en salle, c'était le mois de mai dernier, et en Blu-ray. Donc Marc, tu comptes nous en parler un petit peu? Alors, on va plonger au royaume des films joyeux. Ah, tellement. Puisque donc quand j'ai revu l'Armée des Ombres en salle il y a quelques semaines maintenant, qui est un de mes films préférés et que je pensais être un film que je connais par cœur, et pourtant quand on le revoit, faut le voir avant toute chose, faut le voir en salle, au moins une fois, faut le voir en salle, parce que tout de suite ça commence, il faut s'imaginer cette ambiance pesante, il y a les lumières qui s'éteignent dans la salle, boum, le carton d'introduction avec Joseph Kessel, mauvais souvenir, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine, et ensuite
premier plan, l'art Wehrmacht qui défile sur les Champs-Élysées. C'est en un plan, c'est une atmosphère que dans la salle de cinéma que vous verrez pas beaucoup de fois au cinéma. Et moi c'est totalement redécouvrir. Je pense que c'est le film le plus juste qu'on ait produit en France un des films les plus justes, en tout cas qu'on ait produit sur la Seconde Guerre mondiale. Et la résistance surtout. Et la résistance, mais même pas que la résistance. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est c'est pas un film sur la résistance. Finalement, c'est un film vachement de quotidien en fait, parce qu'on voit pas que la résistance, on voit aussi qu'est-ce que c'est Paris ou Lyon dans le quotidien dans la rue. Comment ça se passe de prendre le train, comment ça se passe de prendre le métro. C'est un film où, à part ce premier plan avec les Allemands sur les Champs-Élysées, il n'y a pas d'Allemands pendant 20 minutes de film. C'est-à-dire qu'on est en territoire occupé, mais il n'y a pas d'Allemands pendant 20 minutes. L'ennemi, il n'est pas là. L'ennemi, c'est les gendarmes, c'est pas les Français. C'est les Français. C'est les Français dont il faut avoir peur. C'est-à-dire qu'on passe 20 minutes dans cette campagne française qui est apocalyptique. On se croirait dans Maleville, pour ceux qui ont vu le film post-apo français Maleville. Et pareil, dans le camp d'internement, il n'y a pas d'Allemands et tout. Et c'est un film qui confronte la France à ses propres démons. C'est un film où il n'y a pas de héros, puisque même les résistants sont des meurtriers, ils sont traités comme des meurtriers, d'ailleurs c'est moche ce qu'ils font. Et je pense que c'est un des plus noirs de Melville. Enfin, de toute façon, c'est cette partie de la carrière, où il a commencé à faire vraiment ses films les plus noirs, ça, Le Cercle Rouge et puis Un flic, mais surtout celui-là, Le Cercle Rouge. Bah là, c'est un film qui tenait vraiment à cœur, puisque bon, lui, il l'a vécu. Voilà, lui en plus, là, il adapte Joseph Kessel, mais Jean-Pierre Melville a son passif de résistant, et il a fait c'est son 3e film d'ailleurs sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est marrant parce que tu vois, je parlais du Cercle Rouge, il y a une réplique dans le Cercle Rouge qui finalement prend assez son sens dans l'Armée des Ombres, c'est tous coupables. Et l'Armée des Ombres, c'est un peu ça, c'est un peu tous coupables. Pas tant que ça, puisque après, je trouve que c'est très important qu'un film comme ça ressort en France aujourd'hui, puisque justement, il t'explique que la France, c'est pas tout blanc ou tout noir. Non, en fait. oui. Mais c'est pas de magnétisme. Mais il y a pas, je dis tous coupables parmi, dans le sens où j'inclus les résistants. Après, les vrais héros du film, enfin, ceux qui sont vraiment les plus vertueux ou les moins pires, on va dire, c'est ces petits c'est ça là où le film a des très belles touches d'espoir. C'est ces petits anonymes dans la rue, à gauche, à droite. Cette femme à la gare qui aide Cassel sans vraiment le vouloir, le père Cassel, pas Vincent Cassel, Jean-Pierre Cassel, qui aide Cassel à passer le contrôle. Ce personnage de Barbier interprété par Serge Reggiani, qui est un habitué de Melville, on va dire. De Barbier qui sauve la vie de Lino Ventura sans vraiment le chercher. Il lui donne un autre manteau. Mais voilà, mais c'est sans trop non plus le vouloir. C'est juste parce que le type est tombé dans sa boutique et tout. Et là, le film a des touches d'espoir qui illuminent un peu le truc malgré une fin terrible. Je vais pas rêver de quoi il s'agit. Mais... Voilà, mais bon, c'est un film dramatique, mais un très très grand film. Oui, puis il a conservé. Il brasse, c'est ça qui est très. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que ça brasse vraiment des thématiques super universelles en fait. Et que si tu es assez malin, tu peux les traiter de manière atemporelle. En complément du film, il y a un article dans le dernier Sofilm, alors c'est celui avec Godard en couverture, qui revient un petit peu sur le destin de ce film qui est sorti après les événements de 68, qui a souvent été vu comme le film pro-de Gaulle, enfin qui a eu un accueil très, très compliqué, et l'article réhabilite un petit peu ça et raconte un petit peu la fin de carrière de Melville. Donc c'est un bon complément une fois que vous aurez vu celui-là, et puis Un flic, Le Doulos et compagnie. C'est un bon article. Melville est pro vraiment gaulliste. Ouais, oui, mais le film est beaucoup largement là. C'est là où il a très bien joué. Il a très bien joué sa carte dans son film, puisque il est ouvertement gaulliste, Melville, mais il a quand même fait un film qui est passablement pas à charge sur la résistance, mais qui est un peu lourd c'est pas le film héroïsant sur la résistance. Et en plus, on est dans une époque où le cinéma en France est quand même assez policé. On rappelle que
11 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, les Sentiers de la Gloire avaient été carrément prohibés en France, et que même sur le même sujet, sur la Seconde Guerre mondiale, 4-5 ans plus tard, est prohibé. Alors j'ai plus le titre en tête, j'en ai parlé dans ma critique, c'est le film de Jean-Max Cos, qui est un film sur la résistance dans le maquis, qui a été, je crois, donc la résistance qui a été totalement délaissée par les Alliés, etc. Film qui a été carrément interdit de sortie en salle, enfin il n'a jamais trouvé de distributeur et tout, bon, bref, l'enfer. Donc aussi Jean-Pierre Melville, donc il y avait L'Armée des Ombres qui était sorti, mais il y a eu aussi Un flic, Le Doulos, voilà. Et Le Cercle Rouge. Donc il y a eu cette très bonne initiative de sortie conjointe de sorte de trilogie policière, Lunettes Noires, Impair et Chapeau Borsalino. Donc le Doulos avec Bébel. Donc il y a le Doulos que j'ai découvert pour l'occasion, que j'avais jamais vu, et dans lequel j'ai découvert vraiment un Serge Reggiani absolument formidable. Il y a Alexandre qui me regarde ici parce que je sais qu'il aime beaucoup Serge Reggiani. Ouais, qu'on retient plus comme chanteur, alors qu'il voilà. est d'abord acteur. Il a commencé dans Le Casque d'Or, peut-être même qu'il a joué avant, mais c'est d'abord un acteur et c'est un très bon acteur. Et là, on a une noirceur à la française, nouveau film noir français qui est fabuleuse et qui fait du coup écho, et c'est ça que je voulais en parler, au Cercle Rouge, à la noirceur de film noir du Cercle Rouge. Donc film de braquage, avec casting Alain Delon, Bourvil, Gian-Maria Volonté, Yves Montand, c'est un des meilleurs rôles d'Yves Montand d'ailleurs, je trouve. Et c'est un film qui m'a vachement fait penser à Du rififi chez les hommes de Jules Dassin, que j'ai découvert il y a peu de temps, avec tout ce braquage muet, où il n'y a pas de dialogue et tout. Et là, c'est comme dans le Jules Dassin, c'est une leçon de cinéma. C'est-à-dire qu'il faut revoir le truc. Et puis un flic, c'est particulier. C'est pas forcément le meilleur film de Melville. Alain Delon dans le rôle d'Alain Delon. Avec Alain Delon, là, pour le coup, c'est vraiment Alain Delon dans le rôle d'Alain Delon, parce que là, il est plus vraiment dirigé par Melville. Il fait un peu n'importe quoi. Et en fait, c'est marrant, c'est un Melville super radical. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser un peu à Michael Mann et Miami Vice. C'est-à-dire que c'est le moment où... Miami Vice, c'est vachement plus réussi. Mais c'est le moment où les deux, ils sont passés un stade supérieur dans le cinéma. Ils ont radicalisé, ils ont abandonné un peu toutes les petites fioritures plaisantes autour. Et un flic, on a un truc... alors, c'est même plus sobre, ça devient austère. C'est même plus triste, ça devient vide presque. Les personnages sont tous un peu creux et tout, même Catherine Deneuve, on sait pas trop à quoi elle sert, mais il y a quand même une super... le film formellement il est magnifique, là, encore au début il y a une scène de braquage, c'est leçon de cinéma à nouveau, mais bon, il faut accrocher quand même. Voilà, donc dernier mot, donc précipitez-vous dans les meilleures crèmeries pour vous acheter, pour vous procurer chez Studio Canal le Blu-ray de l'Armée des Ombres dans la version restaurée, où en plus il y a un petit documentaire de 20 minutes avec qui est vraiment pas mal. Donc en hors compétition, on va commencer tout d'abord avec Alexandre qui va nous parler un petit peu de Clint Eastwood. Oui, j'ai profité de la diffusion sur Arte de son premier long métrage en tant que réalisateur, qui s'appelle Un frisson dans la nuit, je sais plus le titre original. Play Misty for Me. Bien joué. Qui raconte l'histoire d'un animateur radio de nuit qui passe des playlists où on fait des dédicaces, comme ça existe, et un soir il va draguer une jeune femme. Il se rend compte que c'est une de ses auditrices les plus fidèles, et le film, au-delà de la scène d'ouverture, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je me suis dit je sais pas où va m'emmener Clint Eastwood, il est peut-être pas encore tout à fait prêt. C'est un film fait avec très peu de budget, qu'il a tourné en 5 semaines avec, je crois, $300 000, un truc comme ça. Il n'avait pas été payé dessus. Ouais, il n'avait pas été payé dessus, il a fini le tournage en avant pour être sûr de rentrer dans le budget, etc. Et en fait, petit à petit, non seulement il met des touches de polar, comme il va savoir le faire, mais il met des touches de films d'horreur qui sont assez glaçantes. Sa mise en scène, elle est dingue, et surtout il va travailler à la fois une noirceur et des moments de légèreté, des moments en musique. Tu sens le grand cinéaste de la romance qui se dessine. Et on sent aussi le grand cinéaste jazz. Ouais. On le sent déjà. La musique. La musique qu'on retrouvera après dans Quitton Man. Et c'est vraiment un très très bon film, et du coup même le premier quart d'heure prend de l'ampleur après. En plus, moi je trouve ça touchant parce que je trouve c'est un beau film d'élèves, d'élèves. Oui, de Padawan, parce qu'il y a Don Siegel. Oui, il y a Don Siegel. Il y a Don Siegel dans le film qui fait le barman. Et non, mais c'est ça, c'est-à-dire que t'as le mentor, il y a le Padawan, et je trouve ça un peu touchant d'avoir la transmission comme ça. Non. Alors Jean-Victor, moi je vais pas parler de cinéma pour. S'écarte un petit peu du cinéma. Si, bon, bien sûr, parce que ça toute la beauté du cinéma, c'est la fin de la série Mad Men de Matthew Weiner,
qui avait donc sa saison 7 qui était diffusée en 2 parties, cet épisode-là l'an dernier, les 7 derniers épisodes enfin cette année. Les 7 semaines sont passées à toute vitesse et surtout il a, je pense, réussi à conclure l'espèce d'édifice absolument monstrueux qu'il construisait depuis quelques années. Pour resituer Mad Men, c'est une série qui parle d'un publicitaire dans les années 60 à New York. Et donc on suit la vie de cette agence de publicité avec plusieurs personnages ce qui est assez marrant, c'est que c'est une série où on se dit en fin de compte on suit juste leur vie, etc. Et petit à petit ils se dessinent plein de miroirs par rapport à la société d'aujourd'hui. Ça parle évidemment de questions de femmes, comme l'intégration des femmes, l'intégration des noirs, du racisme, etc. Et ça dessine plein de sujets de société en miroir sur les années 60 par rapport aux nôtres, tout en suivant des événements historiques hyper importants. Et c'était une série qui était folle d'intelligence dans l'écriture et qui, je trouve, a réussi à se terminer de manière absolument sublime parce que il a réussi à faire une fin les personnages sont arrivés à un point émotionnel, etc. Certains, et en même temps c'est une fin ouverte parce que la vie n'est pas finie pour eux. Et voilà, je vous avoue, j'ai versé un lot de larmes devant cette saison de fin absolument terrifiant, mais si vous avez jamais vu Mad Men, jetez-vous devant, c'est absolument magnifique. Bon, faut prévenir quand même qu'il y a 7 saisons, quoi. Il y a 7 saisons, mais ça passe très vite. Voilà. Je confirme et j'approuve. C'est Marc approuve. Puis toi, Alexandre? Alors moi, je voulais vous parler plutôt d'une attente que j'avais, qui est un film d'animation en fait dont on parle pas du tout, qui sort en octobre, parce que cette année c'est un peu la suprématie Pixar avec le retour, avec le retour de Pixar avec Vice Versa et le Voyage d'Arlo. Et le Voyage d'Arlo qui a l'air aussi superbe. Et moi j'ai envie de vous parler d'un film qui est en compétition officielle au Festival du film d'animation d'Annecy, qui s'appelle Moon, de Alexandre Eboyan et Benoît Philippon. Donc c'est un film d'animation français. Benoît Philippon, il a réalisé un premier film qui s'appelle Lullaby avec Clémence Poésy et Rupert Friend, qui est un très beau film, très belle comédie romantique. Et Alexandre Eboyan, c'est un ancien de chez DreamWorks. Et en fait, là c'est l'histoire d'un faune qui devient gardien de la lune. Et en fait, qui est un mec, un faune un peu maladroit, un peu bête et tout. Et qui, à cause de ses bêtises, le méchant de l'histoire, c'est un film pour enfants, hein. Le méchant de l'histoire vole le soleil, et donc il doit s'associer au gardien du soleil pour partir à la recherche du soleil, justement. Et il y a la bande-annonce qui est apparue, française, il y a quelques jours, et ça a l'air superbe visuellement, ça a l'air très réussi, et puis pour une fois qu'on a des beaux films d'animation en France, il faut quand même le préciser. C'est clair. Donc merci à tous, merci d'être venus à ce premier festival des bons films. Donc merci Alexandre, on te retrouve sur Play Society et on retrouve aussi ton livre Terrence Malick et l'Amérique. C'est à la Fnac, hein, c'est à la Fnac, ça se trouve partout. C'est sérieux en plus, hein, la Fnac, ils vendent des livres intelligents. L'autre Alexandre, on te retrouve sur CloneWeb tous les jours en texte ou en vidéo, des fois en sortie de séance. Ouais, ça arrive. Jean-Victor également. Exactement. On te voit gesticuler devant la caméra. On me voit faire le con devant la caméra et voilà. Et de temps en temps, j'écris des textes aussi, ça m'arrive. Voilà. Donc vous pourrez nous retrouver quoi qu'il arrive sur YouTube, Twitter et Facebook. Et d'ici là, rendez-vous au prochain épisode. Bonne soirée et bonne journée. Et salut. Bon film. Au revoir. Ciao. Salut.